7 novembre 1989, 23h47. Le long du mur de Berlin, près de Checkpoint Charlie, le capitaine Petra Hoffmann menait sa patrouille de 4 femmes dans une nuit inhabituellement chaotique. L'air était chargé d'électricité, de rumeurs et de tensions. Des foules se rassemblaient des deux côtés du mur et les communications avec le commandement devenaient sporadiques. Petra, âgée de 28 ans, fille d'un officier de la Stasi, mort durant le printemps de Prague, incarnait la parfaite soldate socialiste. Elle avait empêché 47 tentatives d'évasion et reçu de multiples décorations. Cette nuit-là, elle ne savait pas que sa certitude idéologique allait s'effondrer en quelques heures. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Sophie Weber, la spécialiste des communications de l'unité, captait des signaux radio étranges. Des bribes de conversation suggéraient que quelque chose d'important se produisait politiquement. La jeune femme de 22 ans, ancienne étudiante en physique, gardait ses observations pour elle-même, consciente que toute expression de doute pouvait être interprétée comme une trahison. Greta Fischer, le sergent et seconde de Petra, observait également les incohérences de la nuit avec son regard pragmatique de femme de la classe ouvrière de Leipzig. L'explosion survint pendant une confrontation tendue avec un groupe de jeunes Est-Allemands tentant de franchir une section affaiblie du mur. Plus tard, on apprendrait qu'il s'agissait d'une rupture de conduite de gaz. Mais dans le chaos immédiat, la fumée et la confusion régnaient. Petra ordonna à son unité de poursuivre les suspects à travers un tunnel d'entretien peu connu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce passage avait été secrètement endommagé. Désorientées par la fumée, elles émergèrent du mauvais côté, séparées de leur poste, piégées à Berlin-Ouest. La réalisation fut brutale et terrifiante. Des policiers ouest-allemands et des soldats américains les encerclèrent rapidement. Anna Bergmann, la plus jeune membre de l'unité à 19 ans, sentit sa main bouger instinctivement vers l'arme dissimulée sous son uniforme. Greta l'arrêta d'un geste ferme. Anna, orpheline élevée après l'arrestation de ses parents pour activités anti-étatiques, avait rejoint les gardes-frontières pour prouver sa loyauté et surmonter la honte familiale. Dans son esprit conditionné, les soldats américains représentaient des démons qui violeraient et tortureraient toute femme capturée. L'officier Margaret Thornton et le sergent James Holland s'approchèrent, les mains levées, parlant calmement en allemand. Cette approche défiait complètement les attentes des gardes est-allemandes. Leurs années de formation leur avaient enseigné que la capture signifiait violence immédiate, torture et mort. Pourtant, ces hommes et cette femme, en uniforme occidental, parlaient avec calme et respect. Thornton, officier de police militaire américaine de 31 ans, originaire de Georgie, reconnaissait les signes de traumatisme psychologique chez ces jeunes femmes. Elle avait traité de nombreux cas de défection, mais jamais un croisement accidentel. Petra sentit son cœur battre violemment dans sa poitrine. Sa formation dictait une réponse, mais la réalité devant elle créait une dissonance cognitive immédiate. Quand elle croisa le regard de Thornton, elle ne vit pas la cruauté qu'elle attendait. Elle vit de l'inquiétude, de la préoccupation. Cette observation planta la première graine de doute dans son esprit rigidement structuré. Les fans furent escortés, non pas traînés ou malmenés, vers un véhicule militaire. Le traitement professionnel et courtois amplifiait leur confusion. Leur cerveau, programmé pour anticiper l'horreur, peinait à processer cette réalité différente. Les femmes furent transportées vers une installation de détention temporaire dans un complexe militaire américain. Chaque moment de cette première heure contredisait leur formation. Elles n'étaient pas jetées dans des cellules, mais guidées dans une salle propre et chauffée avec de véritables chaises. Leurs armes furent confisquées professionnellement, sans violence. L'officier Thornton parla en allemand, expliquant par l'intermédiaire du sergent Holland qu'elles étaient en sécurité, qu'elles ne seraient pas blessées et qu'elles avaient des droits selon le droit international. Les femmes s'assirent dans un silence rigide, convaincues qu'il s'agissait de torture psychologique. Les mettre à leur aise avant l'horreur véritable. Petra ordonna à son unité de ne donner que nom, grade et numéro matricule. Quand on leur demanda si elles étaient blessées, si elles avaient besoin d'eau ou de soins médicaux, les femmes répondirent par un silence hostile. Leurs yeux scrutaient la pièce, cherchant la cruauté cachée qui devait forcément exister. La dissonance cognitive était écrasante. Leur cerveau luttait pour réconcilier le traitement humain avec des années d'endoctrinement sur la barbarie américaine. Le colonel Helen Brodford observait depuis derrière une vitre sans teint, débattant de la stratégie d'interrogatoire. Cet officier de l'intelligence de 47 ans, veuve mariée à son travail, avait passé toute la guerre froide à analyser les mouvements soviétiques. Elle valorisait l'information, mais suivait également le règlement strictement.
Elle voyait la terreur absolue dans les yeux de ces femmes et se demandait quelle approche serait la plus humaine et la plus efficace. Du café et des couvertures furent offerts. Les femmes refusèrent tout, soupçonnant du poison ou des pièges. Sophie remarqua que l'installation était propre, bien éclairée et que les gardes maintenaient une distance respectueuse. Son esprit analytique commençait déjà à processer les incohérences entre la propagande et cette réalité observée. Anna se mit à trembler de manière incontrôlable. Greta tentait de la réconforter tout en maintenant sa composure. La jeune femme idéaliste et vulnérable cherchait désespérément des conseils auprès de Petra. Petra demanda à parler à leur commandant et insistait sur un retour immédiat. Thornton expliqua patiemment que les procédures étaient en cours, que leur sécurité était garantie. Holland, ancien officier de l'armée britannique resté à Berlin après son service, parlait couramment allemand. Son ex-femme était une Est-allemande qui avait fait défection, lui donnant une empathie unique pour ce que ces femmes traversaient. Il comprenait la profondeur de leur conditionnement psychologique. Alors que la première heure se terminait sans violence, sans interrogatoire, sans agression, les femmes furent laissées seules dans la pièce. La porte était déverrouillée, mais gardée de l'extérieur. Cette liberté relative créait une nouvelle forme de terreur, l'incertitude de ce qui allait suivre et la possibilité troublante que tout ce qu'on leur avait enseigné pourrait être faux. Dans l'esprit de Petra, la rigidité idéologique se renforçait comme mécanisme de défense. Accepter que ces capteurs américains pourraient être humains signifierait remettre en question toute son identité de parfaite soldate socialiste. Heure 2 à 8. Les femmes furent déplacées vers une salle de style dortoir avec de véritables lits, non des cellules. L'infirmière Elisabeth Schmidt arriva pour effectuer des examens médicaux. Cette femme allemande, plus âgée, parlant leur langue, créait une nouvelle couche de confusion. Elisabeth, 52 ans, était originaire de Berlin-Est. Elle avait fui en 1962, laissant sa propre fille derrière elle. Cette fille aurait maintenant à peu près le même âge que ses gardes. La réunion n'avait jamais eu lieu. Elisabeth se portait volontaire pour aider les transfuges, cherchant une forme de rédemption pour l'abandon de son enfant. Son examen médical fut conduit avec une douceur maternelle qui déstabilisait les gardes. Elle s'attendait à des piqûres, des prélèvements forcés, peut-être des expérimentations. Au lieu de cela, Elisabeth demandait la permission avant chaque geste, expliquait ce qu'elle faisait, offrait du réconfort. Cette humanité simple était plus déconcertante que toute cruauté aurait pu l'être. Pendant la nuit, les gardes prirent des tours de sommeil pendant que d'autres montaient la garde, s'attendant toujours à la violence. Le soldat Bobby Chen, jeune recrue américaine de 20 ans de Californie en son premier déploiement, était assigné à la porte. Nerveux et désireux d'aider, il offrit du chocolat d'un colis familial et montra des photos de sa petite amie. Il parlait de son mal du pays, de sa nervosité. Ce geste innocent d'amitié humanisait accidentellement l'ennemi. Les femmes ne dormaient pas. Elles chuchotaient entre elles, essayant de donner un sens à leur situation. Petra insistait qu'il s'agissait de guerre psychologique sophistiquée. Greta contestait doucement cette théorie, soulignant que si les Américains voulaient des informations, ils auraient commencé les interrogatoires. Sophie calculait qu'elles avaient été en détention pendant 6 heures sans aucun abus, ce qui contredisait tous les scénarios d'entraînement. Anna pleurait silencieusement, submergée par la peur et la confusion. À travers la nuit, elles entendaient Bobby parler à un autre garde de sa mère, de la nourriture américaine qui lui manquait, de sa peur lors de son premier déploiement. Cette humanisation accidentelle de l'ennemi sapait les fondations de leur conditionnement. Sophie découvrit pendant son tour de garde que la porte était déverrouillée. Seul un garde à l'extérieur les séparait de la liberté. Pourquoi ne les enfermait-il pas? Quel était le piège dans cette apparente générosité? Petra assista immédiatement sur un retour immédiat, parlant au nom du groupe, comme elle l'avait toujours fait en tant que capitaine. Mais Bartford secoua la tête avec fermeté. Chaque femme devait décider individuellement. Cette exigence fractura pour la première fois la cohésion de l'unité que Petra avait maintenue travers des années de service. Anna posait une question simple mais dévastatrice. Que leur arriverait-il si elle retournait en Allemagne d'Est? Bartford répondit avec honnêteté brutale. Elle ne savait pas mais soupçonnait qu'elle pourrait faire face à des conséquences pour ce croisement accidentel. Les autorités est-allemandes pourraient les considérer comme ayant échoué dans leur devoir, ou pire, comme ayant délibérément cherché le contact avec l'Ouest. Cette réponse honnête planta une graine de peur pratique à côté de la certitude idéologique. L'autorité de Petra est implicitement contestée quand Bartford insista sur l'autonomie individuelle. Pour la première fois de sa carrière militaire, Petra ne pouvait plus simplement donner des ordres que ses subordonnés suivraient sans question. Greta restait cardieusement neutre, mais son langage corporel montrait qu'elle considérait les implications. L'aube se leva sans qu'aucune violence ne se soit produite. Thornton vérifia leur état plusieurs fois pendant la nuit, sa préoccupation clairement authentique.
Alors que la lumière du matin filtrait par la fenêtre, Sophie dit doucement à Greta qu'elle avait compté 17 moments distincts où la violence aurait pu survenir mais ne s'était pas produit. Elle posa la question qui entrait toutes ces femmes dans les heures à venir. Qu'est-ce que cela signifiait si tout ce qu'on leur avait enseigné sur l'ennemi était faux? Alors qu'est-ce d'autre dans leur vision du monde était mensonge? Jour 2, matin, heure 9 à 15. Le petit déjeuner arriva sous forme de vraie nourriture chaude. Du café, du pain, de la gentille. Les femmes furent invitées, non ordonnées, à manger dans une petite salle à manger. Sophie observa que les gardes mangeaient de la même nourriture. Cette observation pragmatique convainquit finalement les femmes de manger prudemment. Chaque bouchée était prise avec méfiance, attendant le poison qui ne venait pas. Holland expliqua que le colonel Bradford souhaitait parler à eux, non pour les interroger, mais pour comprendre leur situation et expliquer leurs options. La conversation qui suivit fut formelle, mais non hostile. Bradford, assise face aux 4 gardes est-allemandes, exposait une réalité qui défiait leur compréhension du monde. Elle n'était pas prisonnière au sens traditionnel. Elle se trouvait dans une situation juridiquement ambiguë. Selon le droit international, Bradford était obligé de leur offrir un choix: retourner en Allemagne d'Est ou demander un asile politique. Cette offre, ce choix, était incompréhensible pour les femmes. Pourquoi l'ennemi leur offrirait-il la liberté? Quel était le piège caché dans cette apparente générosité? Petra insista immédiatement sur un retour immédiat, parlant au nom du groupe, comme elle l'avait toujours fait en tant que capitaine. Mais Bradford secoua la tête avec fermeté. Chaque femme devait décider individuellement. Cette exigence fractura pour la première fois la cohésion de l'unité que Petra avait maintenue à travers des années de service. Anna posait une question simple mais dévastatrice. Que leur arriverait-il si elle retournait en Allemagne d'Est? Bradford répondit avec honnêteté brutale. Elle ne savait pas mais soupçonnait qu'elle pourrait faire face à des conséquences pour ce croisement accidentel. Les autorités est-allemandes pourraient les considérer comme ayant échoué dans leur devoir, ou pire, comme ayant délibérément cherché le contact avec l'Ouest. Cette réponse honnête planta une graine de peur pratique à côté de la certitude idéologique. L'autorité de Petra est implicitement contestée quand Bradford assista sur l'autonomie individuelle. Pour la première fois de sa carrière militaire, Petra ne pouvait plus simplement donner des ordres que ses subordonnés suivraient sans question. Greta restait soigneusement neutre, mais son langage corporel montrait qu'elle considérait les implications. #Petra Shekardans commande, Phil Ashselon, Anfele Ashselon, Ansele Ashselon. Petra et Philippe Schell commandent #Sedanske. Solon de Gaulle sur paille. Petra fixe Solens Kulsel Plosri Treshmene et que Nénédé. Son pragmatisme naturel analysait les options avec un regard froid sur la réalité plutôt que l'idéologie. Par les fenêtres, les femmes apercevaient Berlin-Ouest pour la première fois en plein jour. La ville avait l'air normale, pas dystopique. Des gens marchaient dans les rues, des voitures circulaient, des magasins étaient ouverts. Rien ne ressemblait aux images de misère et de chaos que la propagande leur avait montrées. Sophie demanda la permission de voir un journal. Sa demande fut accordée sans hésitation. Un autre acte de liberté d'information qui contredisait tout ce qu'elle connaissait du contrôle étatique. Elisabeth apportait des articles de toilette et des vêtements propres. Ces petites dignités érodaient progressivement leur défense psychologique. Holland partageait brièvement l'histoire de son ex-femme qui avait fait défection, humanisant la perspective occidentale. Son témoignage personnel rendait la défection réelle, pas seulement une abstraction idéologique. L'approche de Bradford, suivre les règles, même quand ce n'était pas avantageux, défiait la vision des femmes sur la moralité américaine. Si les Américains étaient vraiment les monstres décrits par la propagande, pourquoi offriraient-ils des choix plutôt qu'exploiter leur position de pouvoir? Jour 2, après-midi, heure 16 à 22. Sophie partageait ce qu'elle avait lu dans les journaux occidentaux avec les autres, déclenchant un débat intense. Les journaux rapportaient des manifestations massives à Leipzig, Dresde et Berlin-Ouest, des rumeurs de changements politiques. Des photographies montraient des foules immenses dans les rues est-allemandes. Petra rejetait cela comme de la propagande occidentale. Mais Sophie soulignait les photographies, les détails spécifiques, le volume considérable de la couverture médiatique. Greta admettait qu'elle avait entendu des chuchotements avant leur patrouille sur quelque chose qui changeait. Les femmes furent autorisées à passer du temps dans une salle commune où elles pouvaient regarder la télévision sous supervision. Elles virent des images d'actualité montrant des manifestations dans leur propre pays, des images que leur gouvernement ne leur avait jamais montrées. La vue d'Est-Allemands exigeant le changement, ne fuyant pas mais restant et protestant, était profondément déstabilisante. Anna reconnut un visage dans la foule, quelqu'un de son orphelinat. Cette reconnaissance personnelle transformait les manifestations abstraites en réalité concrète. La réalisation que la dissidence était généralisée, non isolée, ébranlait sa foi dans tout ce qu'elle avait appris. Si tant de gens protestaient, peut-être que le système qu'elle servait n'était pas aussi juste qu'on lui avait enseigné. Elisabeth s'assit avec elle pendant sa pause, partageant sa propre histoire d'évasion en 1962.
Elle parlait de la fille qu'elle avait laissée derrière, de sa culpabilité persistante et de sa survie dans l'Ouest. Son témoignage était calme, détaillé, vécu, plus difficile à rejeter que n'importe quelle propagande ne pourrait l'être. Greta posait des questions directes sur la vie à l'Ouest, la pauvreté, le crime, l'exploitation que la propagande promettait comme universelle. Les réponses honnêtes d'Elisabeth, reconnaissant les problèmes mais aussi les libertés, étaient plus crédibles que le récit en noir et blanc de la propagande. Elle ne prétendait pas que l'Ouest était un paradis. Elle admettait les difficultés, le chômage occasionnel, la discrimination qu'elle avait affrontée comme réfugiée. Mais elle parlait aussi de pouvoir lire ce qu'elle voulait, dire ce qu'elle pensait, voyager où elle souhaitait. Ces libertés avaient un prix, mais c'était un prix qu'elle avait choisi de payer. Petra se retirait dans le silence, ses défenses visiblement en train de s'effondrer. Sa posture rigide montrait la lutte interne. Les femmes apprirent d'un reportage que le gouvernement est-allemand discutait de réformes de voyage. Bobby apporta à Anna un kit d'écriture de lettres, suggérant qu'elle voudrait peut-être écrire chez elle. Elle était confuse par cette offre. Pourquoi l'ennemi faciliterait-il la communication avec sa patrie? Thornton observait la crise psychologique et discutait avec Holland de comment les soutenir à travers cette épreuve. Bradford recevait des pressions de ses supérieurs pour les interroger, mais continuait à prioriser leur bien-être. La transformation psychologique était plus importante que n'importe quelle information qu'elle pourrait posséder. Alors que le soir tombait, les femmes s'asseyaient dans le silence, chacune traitant intérieurement. Anna demanda doucement à Greta si tout avait été des mensonges. Jour 2, soirée et nuit, heure 23 à 32. La question posée par Anna pesait lourdement. Les femmes ne pouvaient pas dormir. Dans l'obscurité, elles commencèrent à parler. Vraiment parler. De leurs doutes, de leurs observations, de leurs peurs. Greta admettait qu'elle avait cessé de croire pleinement il y a des années, mais n'avait nulle part ailleurs à aller. Rejoindre les gardes-frontières avait été une échappatoire au travail d'usine, pas un acte de foi idéologique. Sophie confessait les doutes silencieux de sa famille qu'elle n'avait jamais rapportés pour rester en sécurité. Cette confession révélait la peur qui sous-tendait leur loyauté apparente. Combien d'autres Est-Allemands portaient des masques similaires de conformité tout en doutant intérieurement? Anna s'effondrait, réalisant que si la propagande sur l'Ouest était mensonge, alors son service empêchant les évasions avait peut-être signifié arrêter des gens cherchant la sécurité, pas le danger. Petra resta silencieuse, faisant face à une crise d'identité complète. Si elle s'était trompée sur l'ennemi, que disait cela des 47 personnes qu'elle avait empêchées de s'échapper? Cherchait-elle la liberté pendant qu'elle servait la tyrannie? Le poids moral était écrasant. Toute son identité était enveloppée dans être la parfaite soldate socialiste. Si cette identité était construite sur des mensonges, qui était-elle vraiment? Elisabeth visitait pendant les rondes de nuit et s'asseyait avec Anna, qui demandait au sujet de la fille qu'elle avait laissée derrière. La réponse d'Elisabeth offrait un modèle différent de courage. Elle espérait que sa fille comprenait pourquoi elle avait dû choisir la liberté, même au prix de leur relation. Ce sacrifice n'était pas de la lâcheté, mais une forme de bravoure que leur formation ne leur avait jamais présentée. Thornton les rejoignait et, dans un moment de vulnérabilité surprenante, partageait qu'elle avait lutté sur la question de les pousser vers l'asile ou honorer leur souhait apparent de retourner. Respecter leur choix, quel qu'il soit, était ce qui faisait la différence entre les deux systèmes. Dans l'un, on vous disait quoi penser, dans l'autre, on vous permettait de choisir, même si ce choix était difficile. Les femmes apprenaient qu'elles pouvaient passer des appels téléphoniques chez elles si elles le souhaitaient. Une autre liberté incompréhensible. Sophie demandait à visiter Berlin-Ouest. Bradford arrangeait une visite supervisée pour le lendemain. L'esprit scientifique de Sophie avait besoin de preuves empiriques. Son cerveau analytique ne pouvait résoudre la contradiction sans données directes. Voir de ses propres yeux était la seule façon de réconcilier la propagande avec cette réalité vécue. Alors que l'aube approchait encore, le groupe comprenait qu'elle se trouvait au bord d'une transformation qui ne pouvait être annulée. Une fois que vous saviez que tout était mensonge, comment pouviez-vous retourner à l'ignorance? La connaissance portait un fardeau que l'innocence n'avait jamais connu. Jour 3, matin, heure 33 à 40. Les femmes, accompagnées de Thornton, Holland et de gardes armés, furent emmenées pour une visite soigneusement supervisée de Berlin-Ouest. Ce n'était pas de la propagande, c'était la réalité avec toute sa complexité. La sécurité était stricte au début, mais se relâchait rapidement alors que les gardes reconnaissaient que ces femmes ne représentaient aucune menace de fuite. Elles étaient trop désorientées pour fuir, trop submergées pour faire autre chose que d'observer avec des yeux écarquillés. Elles virent la pauvreté. Des sans-abri dans les rues, ce que leur formation avait dit n'existait pas dans le socialisme. Mais elles virent aussi des organisations caritatives privées les aidant, quelque chose d'incompréhensible dans leur expérience où seul l'État fournissait de l'aide.
Elle vit à la richesse, des voitures luxueuses et des vitrines élégantes, mais aussi des gens ordinaires travaillant des emplois normaux. La vision n'était ni le paradis que certains prétendaient, ni l'enfer que leur formation promettait. Elle était compliquée, désordonnée et indéniablement plus libre. À un café, Hollande leur achetait du café. Elles acceptaient maintenant, la méfiance initiale s'étant érodée à travers des jours d'absence de trahison. Elles s'asseyaient regardant la vie ordinaire se dérouler autour d'elles. Des gens lisant des journaux qu'ils avaient choisis, débattant de politique ouvertement, faisant des projets de voyage sans demander de permission. Petra regardait le mémorial de ceux tués au mur, forcée de confronter son rôle comme garde qui pourrait avoir contribué à de telles morts. Chaque nom représentait une vie, peut-être quelqu'un cherchant ce qu'elle voyait maintenant, la liberté qu'elle avait été entraînée à leur refuser. Greta engageait la conversation avec des gens ordinaires, posant des questions pratiques sur le travail, le logement, les coûts. Sa pragmatisme collectait des données pour une décision qu'elle avait déjà commencé à prendre. La découverte d'Anna au mémorial personnalisait le coût du système qu'elle avait servi. Ce n'était plus abstrait. C'était quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un qui avait grandi avec elle, quelqu'un qui était mort en cherchant ce qu'on lui avait dit qu'était un cauchemar, mais qui ressemblait de plus en plus à la liberté. L'esprit scientifique de Sophie rassemblait des preuves empiriques. Les données étaient claires. La propagande ne correspondait pas à la réalité observée. Elisabeth les accompagnait et répondait aux questions sur la vie quotidienne avec une honnêteté rafraîchissante, sur les avantages et les défis. Elle ne minimisait pas les difficultés. Elle admettait que commencer dans l'Ouest avait été terrifiant, que trouver du travail avait pris du temps, que la solitude de perdre sa fille hantait encore ses nuits. Mais elle parlait aussi de pouvoir respirer friablement, de dire ce qu'elle pensait sans regarder par-dessus la voiture. Thornton et Holland leur permettaient une liberté croissante durant la visite, démontrant la confiance. Il y eut un bref moment où Anna aurait pu courir. Une rue bondée, beaucoup de confusion, personne ne la tannait. Elle ne courut pas. Thornton la notait, comprenant que ces femmes ne représentaient plus une menace de fuite. Elles avaient fait leur choix. En retournant à l'installation, les femmes étaient plus silencieuses, mais leur silence était différent. Non le silence hostile de la peur, mais le silence contemplatif de personnes traitant un changement fondamental de compréhension. Jour 3, fin d'après-midi, heure 41 à 48. Les femmes retournaient de la visite pour trouver l'installation bourdonnant d'activité. Quelque chose de massif se produisait. À travers la télévision, les journaux et la radio, elles apprirent la nouvelle qui changerait tout. L'Allemagne de l'Est avait annoncé l'ouverture immédiate de la frontière. Le mur de Berlin était franchi. Des milliers traversaient, librement, légalement, vers Berlin-Ouest. Les images étaient surréalistes. Des gens avec des marteaux attaquant le béton. Des gardes se tenant sur le côté, ne tirant pas, ne les arrêtant pas. Du champagne et des larmes. Une célébration spontanée. La chose qui avait défini toute leur vie, la barrière qu'elles avaient gardée et en laquelle elles avaient cru, s'écroulait en temps réel. Le système qu'elles avaient servi se dissolvait devant leurs yeux. Cela aurait dû être leur moment de triomphe. Elles pouvaient maintenant retourner chez elles sans conséquence. Mais au lieu de cela, c'était dévastateur. Si le mur tombait, avait-il toujours été inutile? Était-elle garde de quelque chose d'illégitime? Toutes ces années de service, toutes ces personnes qu'elles avaient empêchées de traverser. Pourquoi? Un mensonge qui s'effondrait maintenant sous les coups de marteau de citoyens ordinaires? Les lignes téléphoniques étaient submergées, mais Bradford obtint une connexion avec les autorités est-allemandes pour organiser leur retour si elles le souhaitaient. Mais la question était maintenant différente. Elle ne s'échappait pas, elle ne faisait pas défection, mais voulait-elle retourner dans un pays en chaos, où leur service comme garde-frontière pourrait faire d'elles des cibles de ressentiment? Les femmes regardaient leurs anciens collègues simplement s'écarter et laisser passer les gens. Des décennies de doctrine militaire s'évaporant en une nuit. Anna tentait de joindre son orphelinat. La ligne était occupée pendant des heures. Quand elle réussit finalement, quelqu'un lui dit que d'autres blâmaient les gardes pour des années de séparation. Les familles divisées, les amants séparés, les opportunités perdues. La colère cherchait des cibles et les gardes frontières étaient des symboles visibles du système oppressif. Elisabeth pleurait, réalisant que la division qui lui avait coûté une fille se terminait. Peut-être, après toutes ces années, il y aurait une chance de retrouvailles. Peut-être sa fille, maintenant une femme adulte, comprendrait pourquoi elle avait dû partir. Le mur qui les avait séparés physiquement et émotionnellement tombait pierre par pierre. Des réunions individuelles avec Bradford suivirent où chaque femme devait déclarer son intention. Petra regardait les images du mur tombant et avait un effondrement complet. Son identité entière s'était effondrée. Elle avait été formée pour garder quelque chose qui était maintenant démoli.
Greta faisait une décision surprenante qu'elle révélait aux autres. Elle avait déjà décidé de rester à l'ouest avant que le mur ne tombe, n'ayant aucun lien l'attirant vers l'arrière. Sophie apprenait que sa famille en Allemagne de l'Est célébrait dans les rues, compliquant son sens d'appartenance. Où était son foyer maintenant? Avec sa famille, dans un pays qui changeait rapidement, ou dans ce nouveau monde qu'elle commençait à comprendre? Thornton assistait au moment historique tout en soutenant les femmes en crise personnelle. Holland tentait de joindre son ex-femme, trouvant finalement la clôture de son propre passé. La mission officielle de Bradford se terminait, mais son investissement personnel continuait. Elle avait suivi les principes plutôt que l'opportunité, traitant ces femmes comme des êtres humains plutôt que des sources de renseignements. Cette décision était maintenant validée par l'histoire elle-même. Bobby célébrait avec ses camarades soldats tout en reconnaissant le traumatisme émotionnel des femmes est-allemandes. Il ne comprenait pas complètement ce qu'elles traversaient, mais son empathie instinctive honorait leur douleur. Alors que les célébrations résonnaient à travers Berlin, les 4 femmes s'asseyaient ensemble dans leur chambre, chacune contemplant un choix impossible. Retourner dans un pays qui n'était plus celui qu'elles avaient quitté, ou entrer dans un avenir incertain dans un endroit qui s'était révélé différent de ce qu'elles craignaient, mais restait étranger et incertain. Jour 3, nuit, jusqu'au jour 4, matin, heure 49 à 60. Chaque femme devait prendre sa décision finale. L'unité qui était entrée à Berlin-Ouest ensemble ne partirait pas de la même façon. Dans des conversations individuelles avec Bradford, Thornton, Elizabeth et entre elles travaillaient sur le choix le plus important de leur vie. Non fait sous l'influence de propagande, non fait sous la certitude idéologique, mais fait en pleine conscience de la complexité et des conséquences. Greta décidait de rester, prévoyant d'utiliser ses compétences pratiques pour construire une nouvelle vie. Elle n'avait pas de famille la liant à l'Est et voyait l'opportunité, non la menace, dans le recommencement. Son pragmatisme servait bien. Elle recherchait déjà des emplois et des logements. Son esprit pratique organisait déjà les étapes suivantes. Pour Greta, c'était une décision logique basée sur les réalités plutôt que les émotions. Sophie décidait de retourner temporairement pour aider sa famille à naviguer le chaos, mais prévoyait de revenir à l'Ouest pour compléter son diplôme de physique. Un compromis entre les mondes. Son appel téléphonique révélait que sa famille voulait qu'elle revienne, mais soutenait n'importe quel choix. Cette liberté de choisir sans pression était elle-même révolutionnaire. Sophie embarquerait la possibilité de combler les mondes à travers la connaissance et la famille. Le choix d'Anna était angoissant. Retourner pour faire face à l'orphelinat, où elle était maintenant vue comme complice dans les séparations familiales, ou rester, où elle pourrait construire une nouvelle identité, mais resterait seule. Dans sa conversation avec Elizabeth, elle trouvait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Une figure maternelle qui la voyait non comme une orpheline honteuse ou une soldat, mais comme une jeune femme méritant l'amour et l'appartenance. Elizabeth donna à Anna son numéro de téléphone et son adresse, l'appelant fille par accident puis intentionnellement. Dans ce glissement, Anna trouvait une famille choisie. Elle décida de rester, cherchant la rédemption à travers un nouveau commencement. Solitude de ne pas avoir de famille biologique était remplacée par la possibilité de famille choisie. Le choix de Petra est-elle plus complexe? Elle ne pouvait pas rester. La culpabilité était trop lourde. 47 personnes qu'elle avait empêchées de s'échapper. Combien cherchaient la liberté qu'elle avait maintenant vue de ses propres yeux? Mais elle ne pouvait pas non plus retourner inchangée. Elle retournerait pour faire face à toute conséquence qui attendait, mais comme une personne différente. Une qui savait qu'elle avait servi un mensonge. La rédemption exigeait la responsabilité, pas la fuite. Les femmes échangeaient des informations personnelles, des adresses, des promesses de rester en contact. Le repas final ensemble, comme unité qui se dissoudrait bientôt, était marqué par les larmes et les souvenirs. Des formalités administratives et un traitement officiel pour 3 résultats différents suivaient. Thornton arrangeait pour Petra de retourner à travers des canaux officiels avec des protections. Bradford découvrait que suivre les principes plutôt que l'opportunité avait été le bon appel, renforçant sa boussole morale. Holland trouvait la paix avec son propre passé à travers les aider à naviguer leurs avenirs. Bobby représentait la jeune génération qui vivrait dans un monde post-mur. Alors qu'elles se préparaient pour leur chemin divergent, les femmes se rassemblaient une dernière fois pour reconnaître ce qu'elles avaient partagé. Une transformation qu'aucune d'elles ne voulait, mais dont tout avait besoin. Mars 1990. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit chaotique de novembre où 4 gardes frontières est-allemandes avaient accidentellement traversé vers Berlin-Ouest. Le monde avait changé de manière irréversible et ces femmes avec lui. L'histoire revisitait maintenant chacune d'elles pour montrer l'impact à long terme de ces 72 heures qui avaient brisé leur certitude et reconstruit leur identité.
Petra était retournée dans une Allemagne de l'Est qui changeait rapidement. Elle faisait face à des questions difficiles sur son service comme garde-frontière. Les citoyens qu'elle avait jadis empêchés de fuir la confrontaient maintenant dans les rues. Leurs visages portaient des années de séparation familiale, d'opportunités perdues, de rêves reportés. Certains criaient, d'autres pleuraient simplement. Petra acceptait leur colère, sans se défendre. Elle comprenait maintenant ce qu'elle leur avait pris. Mais Petra avait trouvé un chemin vers la rédemption, même si c'était long et douloureux. Elle travaillait maintenant avec un groupe de vérité et réconciliation, aidant d'autres anciens gardes à traiter leurs actions. Dans des salles communautaires sobres, à travers l'Allemagne de l'Est, elle s'asseyait en cercle avec des hommes et des femmes qui avaient servi le même système. Elle partageait son histoire de transformation, comment 72 heures à l'Ouest avaient détruit des décennies d'endoctrinement. Son témoignage était puissant précisément parce qu'elle ne cherchait pas d'excuses. Elle avait été une vraie croyante, pas quelqu'un suivant simplement les ordres. Cette honnêteté brutale aidait d'autres à confronter leur propre complicité. Petra avait appris qu'elle ne pouvait pas effacer le passé. Mais elle pouvait choisir comment vivre avec lui. La rédemption n'était pas une destination, mais un voyage qu'elle marcherait le reste de sa vie, les yeux ouverts sur ce qu'elle avait fait et pourquoi c'était mal. Greta avait trouvé du travail à Berlin-Ouest comme coordinatrice logistique. Son pragmatisme et son attention aux détails, perfectionnés à travers des années de service militaire, se traduisaient bien dans le secteur civil. Elle vivait dans un petit appartement dans un quartier ouvrier, construisant lentement une nouvelle vie. Ce n'était ni parfait ni facile, mais c'était le sien. Elle choisissait son propre chemin pour la première fois de sa vie. Les défis étaient réels. Trouver du logement comme ancienne garde-frontière est-allemande avait nécessité de cacher son passé initialement. Quand la vérité émergeait, certains voisins la regardaient avec suspicion. Mais Greta avait développé une peau épaisse à travers des années de navigation dans des systèmes difficiles. Elle travaillait dur, payait son loyer à temps, aidait ses voisins quand elle le pouvait. Lentement, elle gagnait l'acceptation non pas en travers ce qu'elle était, mais à travers qui elle choisissait de devenir. Sophie était retournée en Allemagne de l'Est, avait aidé sa famille à naviguer le chaos de la réunification et avait maintenant obtenu une bourse pour continuer ses études de physique dans une université occidentale. Elle embarquait la possibilité de combler les mondes à travers la connaissance et la famille. Sophie vivait littéralement entre deux mondes, passant des semestres à l'Ouest pour ses études et retournant dans l'Est pendant les pauses pour être avec sa famille. Cette existence double était épuisante mais enrichissante. Elle voyait les défis de la réunification de près, comment les deux Allemagnes luttaient pour se comprendre après des décennies de séparation. Mais elle voyait aussi l'espoir. La jeune génération, comme elle, qui pourrait prendre le meilleur des deux systèmes et construire quelque chose de nouveau. Son esprit scientifique, entraîné à analyser les données sans biais idéologique, servait bien dans cette navigation entre cultures. Anna, la plus transformée, vivait maintenant avec Elisabeth. Elle travaillait au centre de réfugiés, aidant les nouveaux arrivants à naviguer leur propre traversée. La jeune femme qui jadis gardait le mur pour empêcher les gens de partir, aidait maintenant ceux qui avaient réussi à s'échapper à s'adapter à leur nouvelle liberté. Cette ironie n'était pas perdue sur Anna, c'était précisément le point. Elle avait trouvé un but en aidant d'autres à travers la désorientation qu'elle avait vécue. Quand les réfugiés arrivaient, confus et effrayés, Anna comprenait leur vertige psychologique. Elle avait ressenti la même chose quand la réalité contredisait la propagande. Son empathie n'était pas théorique, mais vécue. Elisabeth et Anna avaient créé la relation mère-fille que les circonstances leur avaient refusée. Ce n'était pas une famille biologique, mais c'était de l'amour réel. Les 4 femmes maintenaient le contact à travers des lettres, un réseau de femmes liées par l'expérience partagée, d'avoir leur certitude brisée et de survivre à la reconstruction. Les lettres circulaient entre Berlin-Ouest, Berlin-Est et l'université de Sophie. Elles partageaient leurs struggles, leurs petites victoires, leurs moments de doute. Cette connexion les ancrait pendant que chacune naviguait son nouveau monde. En mars, elles planifièrent une réunion à Berlin pour marquer 3 mois depuis la traversée. Elles se rencontrèrent à la section du mur où elles avaient d'abord croisé, maintenant en train d'être démantelées. Des morceaux de béton gisaient éparpillés, certains déjà emportés comme souvenirs. Les graffitis qui couvraient le côté ouest étaient maintenant exposés des deux côtés alors que la barrière s'effondrait. Elles se tenaient des deux côtés de la barrière qui s'effondrait, preuve tangible que la traversée les avait changées, mais ne les avait pas brisées. Petra avait travaillé de l'Est, Greta, Anna et Elisabeth venaient de l'Ouest. Sophie arrivait de son université. Pendant un moment, elles se tenaient simplement là, se regardant à travers les décombres de ce qui les avait jadis divisées. Puis elles marchèrent ensemble dans Berlin, une ville devenant à nouveau entière. 4 femmes qui avaient appris que reconstruire l'identité après la propagande exigeait un courage plus grand que n'importe quel courage qu'elles avaient montré comme soldates. Elles portaient le poids de leur passé, mais n'étaient plus emprisonnées par lui. L'histoire se terminait non par une conclusion nette, mais par une déclaration. Le courage de changer d'avis pourrait être le courage le plus grand de tous, un message qui résonnait au-delà du contexte de la guerre froide, dans n'importe quel temps où la propagande confronte la vérité. La préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps,
Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire.